Chapitre 8. La veille du mariage, Aladji Issa envoya des dizaines de sacs de noix de cola et de cartons de bonbons et de friandises en vue de la cérémonie qu'on appelle le Tegal. Je ne dormais plus du tout. Je n'arrêtais pas de retourner les mêmes images dans ma tête. Le plus difficile serait d'oublier Aminou. Y parviendrai-je un jour et avais-je réellement envie de l'oublier? Son souvenir était vivace et doux. Je me sentais seule. Ma mère, si elle avait conscience de mon désarroi, se disait que tout cela n'était qu'enfantillage et que dès que je serais mariée, je serais plutôt heureuse de mon sort. Mais il fallait surtout que je comprenne que c'était mon destin et face au destin, on ne pouvait rien, affirma-t-elle. Ne serais-je pas bientôt l'épouse d'un des hommes les plus riches de la ville? Oui, c'était un destin comme en rêverait toute mère. Un destin a fait pâlir de jalousie toute coépouse de ma mère. Il suffisait de se rappeler les lueurs de convoitise de mes marates et de mes demi-sœurs à la vue de la voiture flambant neuve que mon fiancé m'avait offerte un soir comme premier cadeau de mariage. L'anxiété me tenaillait. Je n'arrivais pas à tenir en place, j'étouffais. J'avais tellement pleuré que mes yeux avaient rougi et mes paupières enflées. Ce désespoir silencieux n'avait pas ému ma mère ni mes tantes. Toutes avaient pleuré à leur mariage. Les larmes d'une jeune épouse ne reflètent que sa nostalgie d'une jeunesse envolée, d'une innocence achevée et de responsabilités à venir. Elle n'exprime que son attachement à sa famille et la peur au moment d'entrer dans une demeure étrangère. Tard dans la nuit, fatiguée de ressasser mon amertume, j'ai éprouvé subitement le besoin de sortir de cette chambre austère. J'avais envie de voir la lune, de contempler les étoiles. Je les reverrai certainement de là où je serai, mais auront-elles toujours le même éclat? Et l'air sera-t-il toujours aussi pur? Et le doux fredonnement du vent, léger entre les feuilles de nimier, sera-t-il aussi chargé de senteurs fraîches et délicates? Et le sable sera-t-il toujours aussi doux sous mes pieds? Toute la maison dormait. Ma mère avait fini par s'écrouler sur le petit matelas du salon, terrassée par la fatigue. Plusieurs femmes passaient cette nuit à la maison. Certaines dormaient à même le tapis. De peur de les réveiller et surtout qu'elles me surprennent et ne me retiennent, je les enjambais silencieusement. Comment profiter de ces dernières heures de liberté et dire que le lendemain à la même heure, je devrais partager le lit d'un inconnu? Un homme qui laisserait courir ses mains sur ma peau préparée pour son bon plaisir, lognerait les tatouages destinés à le séduire, humerait les parfums d'encens et aurait le droit de me posséder entièrement alors que je ne l'aime pas et que j'en aime un autre. Comment accepter que je quitterai ma maison et ma famille pour appartenir à une autre? Et si au moins tout cela finissait demain? Mais le mariage ne se réduit pas à la cérémonie, il dure toute une vie. La nuit était calme, fraîche comme la saison, et le ciel parsemé de milliers d'étoiles. La lune illuminait la ville et l'on voyait comme en plein jour. J'aurais voulu une nuit noire aussi effrayante que cette angoisse qui m'en serrait la gorge et me nouait l'estomac. C'était fini. Je ne pourrais plus jamais sortir quand je le désirerais, jamais finir mes études sans être terminé de mes rêves d'université. Prisonnière dans une cage de luxe, je ne pourrais jamais être pharmacienne. Jamais je n'avais été aussi seule. Au moment où je regagnais la cour commune, j'aperçus Hindou. Elle se tenait devant l'appartement de sa mère. Nous n'avons jamais été aussi proches. Que devraient l'être des sœurs, même si nous sommes nées la même année et avons été inscrites à l'école ensemble. Les premières années d'innocence, elle avait été ma meilleure amie. Mais au fur et à mesure que nous grandissions, nous avons pris chacune fait et cause pour nos mères respectives dans les querelles qui les opposaient sans cesse. Mais ce jour-là, nous partagions le même destin. Et Hindou relâcha sa défiance à mon égard. Tourmentée, elle leva vers moi son visage assombri par de larges scènes qui trahissaient des nuits blanches répétées. Elle me fit signe de la main et m'entraîna dehors dans la grande cuisine. D'énormes marmites et sauces à la viande mijotaient sur des braises, prélude au festin de la matinée qui s'annonçait. L'endroit était encore calme car l'aube pointait à peine. Hindou frissonna malgré la chaleur qui régnait, frotta ses mains l'une contre l'autre et les approcha du foyer.
Me tournant le dos, elle demanda d'une voix sourde. « Alors, qu'est-ce que ça te fait de te marier aujourd'hui? Tu as peur? » « Je suis triste. Pourquoi cette question? Tu as peur, toi? » Elle se retourna vers moi et à ma grande stupéfaction, un torrent de larmes jaillit de ses yeux. Préoccupée par mon propre sort, je ne m'étais pas attardée sur la situation de ma sœur. Je pensais qu'elle s'était accordée avec son fiancé qui n'était autre que le fils de notre oncle Moussa. Je croyais qu'elle était amoureuse de lui et de toutes les manières, il me semblait qu'elle était plus chanceuse que moi. Moubarak avait à peine 22 ans et n'était pas laid, bien au contraire. « J'ai peur de lui, murmura-t-elle. « Peur? Mais pourquoi? N'es-tu pas au courant du problème qu'il a eu avant que son père ne demande ma main pour lui? » Moubarak était tombé dans l'alcool et ne s'en cachait pas. Il suffisait de sentir son haleine fétide pour savoir à quoi s'en tenir. Depuis quelque temps, il ne sortait plus le matin. On ne l'apercevait que l'après-midi ou le soir. Il ignorait son père depuis que ce dernier avait refusé de lui donner un capital pour se lancer dans le commerce des chaussures à Douala. Mon oncle se méfiait des négoces sur le littoral et il lui avait déjà donné ce capital il y a quelques années, lorsque Moubarak avait voulu se lancer dans le commerce du bois comme son oncle Yougouda. Tout avait été dépensé dans les filles, les boîtes et les fringues. Puis, non seulement il était devenu alcoolique, mais il s'était mis à se droguer au tramadol, un puissant antalgique qui faisait ravage dans la population de Maroua. Toutes ces rumeurs demeuraient sans conséquence jusqu'au jour où Moubarak, totalement ivre, abusa de la jeune domestique de sa mère. Sans défense, l'adolescente fut purement et simplement renvoyée dans son village avec pour seule compensation un billet de 5000 francs. Quant à Moubarak, son père décida qu'il était grand temps pour lui de fonder une famille. Il ne chercha pas très loin. Hindou était en âge de se marier et dans la famille, on admirait son caractère tranquille et soumis. Cela tombait bien. Son calme pourrait canaliser le trop-plein d'énergie de Moubarak. Les deux pères des deux jeunes gens entérinèrent leur décision sans consulter les protagonistes. Hindou continua. Un jour, il m'a entraîné dans sa chambre et a voulu m'embrasser. « Quoi ?» fis-je scandalisée. « Et qu'as-tu fait ?» poursuivis-je fébrilement. Je l'ai repoussé, bien sûr, mais il me tirait par le bras. Alors, je l'ai mordu jusqu'au sang et ai réussi à m'enfuir, mais il a promis de s'occuper de moi alors, lors de la nuit de noces. Oh mon Dieu, Ramla, j'ai si peur de lui. Tu n'en as pas parlé à ta mère? Que veux-tu que je lui dise? Ce n'est pas un sujet qu'on évoque avec sa mère, tu le sais. Hindou sanglotait. Je me sentais désarmée devant une telle détresse. Ramla, je préférerais épouser ce Taladi Issa que Moubarak. C'est un voyou, j'ai peur de lui. Tu en as de la chance, toi. La maison déjà se réveillait. Il était temps de nous préparer pour la journée la plus importante de notre vie. Ainsi s'achève ce chapitre. Il y a une chose que j'ai remarquée au cours du chapitre 7, c'est que les musulmans avaient la même manière de se préparer que les hindous. Pour ce que nous, on sait des films hindous qu'on regarde à la télévision, ils se tatouaient aussi au henné et ils mettaient aussi le nom du fiancé, du futur mari, parmi le tatouage. Et c'était cette remarque-là que je voulais faire. En ce qui concerne hindou, je me dis qu'un pire destin l'attend. Elle aurait peut-être dû partager ce que cet homme-là lui avait fait à sa maman, à son papa, peut-être à un de ses frères, mais on le sait très bien qu'il n'y a pas cette complicité entre mère et fille à l'époque. C'est-à-dire que ce que nous pouvons dire de façon claire, de façon facile à notre mère, à notre époque, c'était difficile de se confier à une mère à l'époque ancienne. Donc, je comprends son désarroi car elle a peur. Elle se dit, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire d'elle le jour de leur noces? Va-t-il la violer? Va-t-il la brimer? Va-t-il la séquestrer? Va-t-il la battre? Comment un parent pouvait permettre à ce que son fils puisse marier une jeune fille alors qu'il sait que son fils est sous l'influence de la drogue, de la boisson, de l'alcool et du tabac? J'ai vraiment peur pour Hindou et je me demande que va lui réserver l'avenir. J'ai vraiment peur.
Est-ce qu'il va la battre? Est-ce qu'elle sera comme une mégère? Est-ce qu'elle... Là, elle a peur et cela ne présage rien de bon. Du coup, quand je regarde les deux situations, je me dis que, ah, bien sûr, Ramla a eu le meilleur parti. Car au moins, elle est avec un homme mûr d'âge, un homme riche, un homme qui ne va pas la battre, pour ce qu'on sait, un homme raffiné, un homme qui a de l'argent, si on veut aller sur leur base. Au moins, il ne la battra pas par rapport à l'autre qui sait dans quel schéma elle rentre avant même de rentrer dans ce mariage-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye.